Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché de ce dimanche 7 septembre. Alors écoutez, les questions que l'on se pose actuellement, vous le savez, moi dans ces phases-là, dans ces phases de doute, ces phases un peu complexes où on se dit que, avec ce qui se passe avec Monsieur Powell et la Fed aux États-Unis, avec cette probable baisse des taux qui peut influencer positivement, négativement ce qui va se passer sur les marchés à risque, tel celui des crypto-monnaies, et bien forcément, dans ces phases-là, j'aime bien comprendre qui fait quoi, puisque vous le voyez, Bitcoin ne bouge pas beaucoup, ou alors pour vraiment purger un peu les leviers, comme on l'a vu dans la petite vidéo que j'avais partagée jeudi. Donc, l'idée de voir pourquoi on stagne, qui en profite un peu, qui tire les ficelles, qui se prépare pour la suite, et du coup, dans quel sens on peut aller, plutôt à la baisse, plutôt à la hausse. Vous le savez, pas de boule de cristal, on se base uniquement sur les données pour voir cela. Je suis CryptoSapiens, un investisseur lambda comme tout le monde qui se sert ici des données de la blockchain et du comportement des investisseurs pour comprendre vraiment ce qu'ils font et m'en servir pour mes propres investissements. Vous le savez, je ne suis pas du tout là pour choisir un camp. J'ai des convictions personnelles, mais je vais me baser que sur les probabilités finalement. Un homme de chiffres, on va dire. On va pas laisser les émotions prendre le contrôle, mais plutôt on va regarder les scénarios et comment je me positionnerai dans chacun à chaque fois. C'est ma façon de vous rester utile. Alors, qui fait quoi? C'est un peu la question à laquelle on va répondre. D'abord, on va faire un petit point sur le fameux dashboard qu'il y a sur Check on Chain qui va nous permettre de voir en globalité ce qui se passe rapidement sur le marché. On l'a vu, on est un peu en deçà dans une tendance, dans un momentum, on va dire toujours un peu tendancieux, un peu baissier comme on le voit sur le MBMVZ Score, dans le sens où on voit très bien que la dynamique est beaucoup plus à la baisse de gains profit, de gains latents sur le marché, dans le sens où les investisseurs en font de moins en moins. Logique, Bitcoin transige entre les 107 et 112, il n'arrive pas vraiment à passer au-dessus. Mais globalement, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des bons signaux. Déjà, c'est que et même si j'aimerais que ça aille un peu mieux, c'est qu'au niveau des excès des dérivés, donc vous le savez, ces contrats futurs, les contrats perpétuels, lorsque les traders jouent à la baisse ou à la hausse, globalement, on est toujours quand même assez élevé. Ok, on va pas se mentir, on est toujours sur des funding rates de 7,5% annualisés, deux fois moins que juillet, mais toujours pas dans le même scénario de purge qu'il y avait pu avoir en juin ou en mai ou en avril, etc. Donc on est bien, mais peut-être qu'on peut avoir besoin, et ça je l'ai dit dans la vidéo de jeudi, mais d'un nouveau flush qui peut faire un peu mal. On va regarder les niveaux juste après, mais c'est plutôt intéressant de le voir. Maintenant, sur le comportement des investisseurs à court terme sur le marché, vous le savez, c'est un peu eux qui dirigent la volatilité. Est-ce qu'ils vont FOMO, donc apport massif de liquidité, ou à l'inverse, est-ce qu'ils vont plutôt vendre à perte parce qu'il y a du FUD, parce qu'ils ont peur? C'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici avec le SOPR, il est tombé négatif depuis la mi-août jusqu'à à peu près jusqu'à hier globalement, et il est repassé dans le vert aujourd'hui. On va le voir juste après parce que il y a un vrai intérêt à s'arrêter dessus. Et globalement, ce que l'on peut voir, c'est que là encore, on est un peu dans un schéma répétitif de ce qu'on avait pu voir quelques fois dans ce cycle, dans le sens où on voit que sur le MBRV, donc ce fameux, encore une fois, ratio qui nous permet de voir s'il y a beaucoup de gains dans nos poches ou pas, il est retombé, entre guillemets, à 1, donc calme plat, très peu de gains qui étaient réalisés, on était dans un équilibre parfait finalement, il y a de ça quelques jours encore, et forcément, ça faisait paniquer, ce qu'on voit avec le SOPR. Donc, ce qui est plutôt pas mal, pour faire un point global du marché avant de répondre à cette question, c'est de voir, et ça je l'ai posté sur notre Discord, que les rotations de capitaux, pour l'instant, sont en train, je dis bien pour l'instant, puisque la thèse ne sera vérifiable que lorsque ce sera effectivement le cas, on pourra le voir a posteriori, que les capitaux d'Ether partent bien, soit vers les stablecoins, soit vers BTC. On voit que depuis quelques jours, les capitaux sur Ether ont quand même diminué de 14% sur une moyenne mensuelle, alors que sur BTC, on est à plus 6 et les stablecoins, un plus 164. Donc c'est pas ridicule. On voit très bien que cette phase de flou met quand même à mal le sentiment des investisseurs. On a globalement cette envie de se dérisquer. Et quand on se dérisque, soit on va vers les stablecoins, on récupère soit nos gains, soit nos pertes, soit notre investissement à break-even, soit on va se réfugier vers le géant des crypto-monnaies, qui est Bitcoin. Et ça, typiquement, ça se voit quand même sur les ETF. Les ETF, on l'avait déjà vu il y a quelques temps. Sur BTC, bon, 2 jours consécutifs de sortie, mais sur la semaine, on est quand même sur un plus de 150 millions. Alors, c'est pas encore l'euphorie, mais il y a de l'euphorie nulle part pour l'instant. Mais c'est pas non plus une sortie massive de capitaux, comme on peut le voir sur Ether. Sur Ether, on est sur du moins 700 millions sur cette semaine, ce qui est assez énorme, mais c'est assez logique. Encore une fois, les investisseurs ont peur de ce qui va se passer dans une dizaine de jours. Donc à voir comment ensuite tout ça va se goupiller, mais pour l'instant c'est très sain. Maintenant, pour répondre à cette fameuse question, on va dire très brièvement, on va voir quelques indicateurs, mais qui ne sont pas forcément ceux que je vous présente d'habitude, c'est dans cette idée de comprendre qui fait quoi. C'est-à-dire que vous le savez, évidemment, pour chaque vendeur, il y a un acheteur, je le répète assez souvent ici, globalement, qui sont les vendeurs?
Les acheteurs, évidemment, ce ne sont pas forcément ceux qui FOMO habituellement, puisque on n'est pas dans une phase euphorique, on n'est pas dans de la cupidité extrême, on est même plutôt dans un schéma sur le fear and greed où il y a de la peur. Et donc globalement, qui vend ces bitcoins? Qui est-ce qui continue d'appuyer un peu sur la pédale de frein et qui nous empêche de carburer un peu plus haut? Qui fait qu'à chaque fois qu'on revient sur des niveaux intéressants, comme les 113 000 dollars, je crois, il n'y a pas plus tard que 2 jours, pourquoi on s'arrête encore une fois et on rebondit dessus et on retombe sur les 110, 107, etc. Eh bien, on va regarder qui vend. Globalement, ici, on va se baser sur les investisseurs de plus de 6 mois. Donc, vous savez, tous ces fameux hodlers. Il y a une vidéo qui est sur ce sujet-là d'il y a maintenant quelques semaines sur la chaîne, donc je vous conseille d'aller la voir. Mais globalement, ces fameux hodlers, on voit très bien que ceux qui vendent massivement, il y a deux cohortes principales. Ceux qui ont accumulé du Bitcoin il y a à peu près 6 mois et 1 an. Ils vendent en globalité, on va dire que depuis la mi-août, donc sur le dernier mois, sur les 30 derniers jours, ils ont quand même doublé leur cadence de vente sur le BTC. Donc ces investisseurs-là, de 6 mois à 1 an, c'est-à-dire on est au mois de septembre, donc ce sont des investisseurs qui ont accumulé dans ce creux de la vague jusqu'à à peu près le novembre, c'est ça, hein, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, à peu près, voilà, de octobre à mars dernier. Donc globalement des investisseurs qui sont toujours en gain ou qui sortent parce qu'ils avaient acheté le top. Donc des investisseurs qui en tout cas récupèrent quand même pas mal de gains. Et la deuxième cohorte, c'est celle en jaune, c'est les 3 à 5 ans. Donc tous ceux qui ont accumulé dans le cycle précédent. Eux, potentiellement, même s'ils ont acheté au top, ils sont quasiment sur un beau x2. C'est pas... On peut pas leur en vouloir de faire de l'argent, encore une fois. On a tous envie d'être dans cette position. Pour ceux qui sont arrivés il y a 5 ans, évidemment, on l'est. Pour ceux qui sont arrivés il y a 3 mois, il faudra peut-être patienter un petit peu. Mais on va pas leur en vouloir. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que avec Chain Exposed, qui ici est un autre type d'indicateur, qui nous montre que justement, les deux cohortes qui prennent le plus de gains, ce sont ceux qui ont, par contre, cette fois en termes de pourcentage de gains, pas forcément en termes de volume de BTC sorti du marché, ce sont ceux de 6 mois à 1 an, qui pour l'instant sortent avec en moyenne 25% de profit. Vous voyez le ratio du SOPR de 1,25. Et ceux qui ont acheté il y a 1 à 2 ans, donc tous ceux qui étaient là depuis septembre 2023, donc qui ont quand même commencé, je crois, leur cycle, entre guillemets, à peu près vers les 30 000 dollars, donc ils sont très bien. Eux, ils sortent avec à peu près 113% de profit. C'est plutôt pas mal, mais encore une fois, c'est une cadence qu'ils respectent depuis février 2024, en tout cas de leur côté. Donc pour l'instant, c'est pas illogique, et ça me choque pas plus que ça. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant? Moi, ce qui m'intéresse de repérer, c'est justement si il y a de très vieux investisseurs qui commencent à prendre beaucoup de profit. Ce qui est bien, c'est que depuis ici, le mois de mai, avec ce graphique-là, cette fois sur Bitcoin Lab, pardon, donc toujours des indicateurs gratuits, on est sur une optique où, vous le voyez, ceux qui dépensent massivement leur coin depuis le mois de mai, ce sont ceux qui ont accumulé sur la tranche des 90 aux 98 000 dollars, entre les 80 et les 88 000 dollars, entre les 50 et les 70 000 dollars. Donc en fait, vous voyez, vous comprenez, ça c'est tous ceux qui ont patienté entre le mois de novembre et justement ce fameux mois de mai. Tous ceux-là, ils sont en train de vendre. Ensuite, il y a tous ceux pendant l'été 2024, justement quand on a tergiversé pendant 8 mois entre les 50 et les 70 000 dollars, qui eux aussi prennent des profits. Et ensuite, vous voyez, pourquoi moi ça m'inquiète pas trop, parce que les investisseurs qui sont assis sur beaucoup de gains latents, vous le voyez, ils vendent un petit peu, mais c'est pas massif. Tous ceux qui ont acheté entre les 25 et les 30 000 dollars, ceux qui ont acheté entre les 35 et les 40 000 dollars, ils vendent un petit peu, mais c'est pas encore non plus l'extase. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va peser énormément sur le marché. Parce que vous le savez, quand on parle en termes on-chain, on veut voir aussi, lorsqu'un bitcoin est vendu, combien le nouvel arrivant doit débourser réellement, doit apporter comme valeur sur le réseau. Donc si j'ai un bitcoin que j'ai acheté à 100 000, je le vends à 110 000, le nouvel arrivant n'apporte que 10 000 euros de valeur. Par contre, quelqu'un qui l'a acheté à 30 000, qui le vend à 110 000, il y a un investisseur qui doit apporter réellement 80 000 dollars de valeur. Ça, un peu toute la différence qui va généralement créer ce fameux déséquilibre sur le marché. Et donc, un petit momentum baissier quand même. Et comme on l'a vu, si au niveau de la demande des ETF, c'est un peu mieux sur BTC, c'est moins bien sur Ether, globalement, c'est pas non plus la folie folle. Quand on regarde par exemple les fameuses vagues de détention et qu'on se concentre sur tous ceux qui sont arrivés entre aujourd'hui et il y a une semaine, ou encore entre ceux qui sont arrivés entre aujourd'hui et il y a un mois, on voit très bien qu'il y a une belle augmentation quand même de la demande depuis fin août. On est passé de 1,7% de détention à 2,5%. Et de ce côté, hop, je vais dézoomer, de ce côté des investisseurs qui sont là depuis environ un mois, c'est pareil. Une petite augmentation. On n'est pas sur quelque chose d'extrême non plus, mais comme vous le voyez, la demande elle est encore très timide. Toujours dans le même état d'esprit. Il y a peu de ventes. On l'a vu, ça s'est calmé. Elle est quand même là, mais la demande n'est pas folichonne non plus. Donc il y a toujours cette bataille du OK, qu'est-ce que sont en train de faire les investisseurs? Ce qui est bien, c'est que ce sont ceux qui sont arrivés récemment qui prennent des gains.
Donc moi, ça m'intéresse personnellement, puisque j'ai pas, comme vous le savez, je me base sur des cibles comportementales. Lorsque beaucoup de vieux investisseurs vendent sur le marché, je vais faire la même chose. Pour l'instant, c'est des jeunes vieux investisseurs qui sont en train de vendre. Ça m'intéresse d'observer ce qui se passe, mais sans forcément paniquer. Tout comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, est-ce que j'achète? Oui, pour l'instant, c'était des très bons niveaux de prix, et on va le voir justement tout de suite. En fait, le côté que je trouve très intéressant là pour l'instant de ce qui se passe, c'est ce rebond sur le SOPR. Vous le savez, ce que l'on ne veut pas voir, c'est un BTC qui passe sous le coût moyen d'acquisition de tous nos fameux détenteurs à court terme. Puisque généralement, lorsqu'on s'en sert plus comme d'un support mais comme d'une résistance, je le répète assez souvent, on a ces grosses phases de correction, comme c'est arrivé par deux fois lors de ce cycle. Et là, pour l'instant, on a parfaitement rebondi dessus. On joue quand même toujours avec, donc on n'est pas sorti de l'auberge, ok, on n'est pas sorti de la forêt, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est dans le comportement des investisseurs. Et c'est quelque chose qui, par contre, faut surveiller. C'est pas un état des lieux là maintenant, c'est correct, mais on a besoin de plus de confirmation que ça. Dans le sens où vous voyez, ce que l'on veut pas voir, c'est ce qui s'est passé ici, par exemple. En février, on avait des investisseurs qui vendaient à perte parce qu'ils avaient FOMO le top. Donc forcément, ils FOMO les 110 000 dollars, on corrige sur les 95, beaucoup d'investisseurs se retrouvent en perte. Et ils vendent à perte, puisqu'ils paniquent. Et globalement, le SOPR montre un peu ça. Ce que l'on avait vu qui était très mauvais, c'était justement ce regain d'énergie, on repasse légèrement au-dessus, au-dessus, et que par contre dans les jours qui ont suivi, juste avant la grosse correction qu'on a eue sous les 80 000 dollars, le SOPR est repassé en dessous. Donc là, au lieu de nous servir de support, ou entre guillemets de confirmation que les investisseurs court terme repartaient dans l'état de confiance qu'ils avaient pour qu'on reparte à la hausse, c'était plutôt une confirmation qu'ils voulaient sortir du marché le plus proche possible de leur coût moyen d'acquisition pour ne pas avoir trop de pertes, et donc empêcher, si vous voulez, le regain d'énergie et cet effet de pousser le prix parce qu'il y avait beaucoup d'achats, etc. Là, pour l'instant, on est pas mal. Parce qu'après deux faux rebonds qu'on a eu le 24 août et ici le 2 septembre, là, depuis hier, on est reparti dans un schéma positif. Les investisseurs reprennent des gains. Et moi, ça m'intéresse puisque ce genre de rebond, ça peut être celui qu'on a vu ici, par exemple. À plus petite échelle, évidemment. Mais regardez, hop, on passe très brièvement, quand même plusieurs jours dans le rouge. On a un rebond, un faux rebond, plutôt on s'en sert comme une résistance, et hop, là on repasse en profit. Encore une fois, une résistance, et hop, après c'est reparti. Moi, ce que je veux voir, c'est ça. Ce que je veux pas voir, c'est ça. C'est plutôt justement qu'on s'en sert comme d'une résistance. Donc ça, c'est extrêmement positif. Si je zoome dessus, c'est exactement ce que l'on voulait voir. Donc, pour moi, c'est très très bon signe. On verra si ça se confirme, puisqu'on doit attendre encore une fois confirmation. Le but, c'est justement, si dans les jours suivants, on repasse, je ne sais pas moi, sur les 108, 100, 109 000 dollars, qu'on re-challenge ce petit coût moyen d'acquisition, si le SOPR repart dans le rouge, c'est qu'on est plutôt dans un schéma où voilà, les investisseurs n'ont toujours pas trop confiance, et peut-être qu'il faudra, comme on l'a dit un peu plus tôt, un dernier flush pour vraiment faire capituler une bonne fois pour toutes. Et après, on repart. Donc c'est intéressant de notifier ça, mais pour l'instant, c'est positif. Du coup, avant de s'attaquer aux cibles qui m'intéressent, en cas de justement correction. Sur Ether, on n'est pas dans le même schéma du tout au niveau des prises de gains. Elles sont toujours extrêmement élevées, j'abuse, elles sont toujours bien élevées. Dans le sens où le SOPR est bien positif, les investisseurs continuent de prendre des profits, malgré que le prix continue de tergiverser et baisser. Peut-être une perte de confiance, s'il y a toujours des profits massifs qui sont pris mais à un prix qui baisse, est-ce qu'on ne va pas arriver dans ce schéma atypique de mai 2024, toujours pas mal de prises de profit, le prix baisse, donc les investisseurs sortent d'Ether, de peur aussi qu'on puisse aller plus bas. Peut-être, peut-être pas. Encore une fois, vu la configuration de rotation de capitaux, pour moi, Ether recommence à être bien dépendant de BTC. Mais il peut bien sûr sortir tout d'un coup du bois sans prévenir et puis nous sortir un beau pump. Donc évidemment, je surveille ça. Mais globalement, vous voyez, ça fait quand même depuis la fin juillet il est dans cette zone de belles prises de gains. Et sur des niveaux, ici la barre verte, c'est les niveaux que je surveille où c'est extrêmement élevé. Donc pour l'instant, on est repassé brièvement en dessous, pardon. Mais c'est à surveiller. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement un retest sur la borne ici bleue. Pareil que BTC en fait, le même schéma où on repasse, pas forcément en perte, mais on repasse, vous voyez, très proche en fait du point zéro. Et comme ça, on peut repartir à la hausse en ayant purgé quand même pas mal de prises de gains, etc. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Donc pour l'instant, je touche pas forcément à Ether. Je vais vous parler de mes cibles un peu après, mais ça va être extrêmement intéressant là aussi de le surveiller. Donc ici, au niveau des cibles, déjà on surveille cette fameuse zone des 109 000 dollars. Cette zone, encore une fois, on peut descendre au 107, au 108, on peut taper sur les 110. C'est une zone, on ne va pas sur un prix exact. Ici, cette zone des 109 000 dollars est primordiale et pour l'instant, vous le voyez, on la tient depuis le 25 août, mais ça commence à faire long. Ce qu'on ne veut pas, c'est s'épancher comme on avait fait justement tout au long de février, où on était pareil, très très proche, avant qu'on se casse la figure, sous les 80 000 dollars. Donc on surveille ça, mais c'est déjà un premier palier intéressant à notifier. À la hausse,
je ne m'emballerai pas tant qu'on ne tient, on ne récolte pas au moins les 121 000 dollars. C'est prépondérant pour que vraiment on puisse aller toucher de nouveaux sommets. Puisque vous le voyez, cette zone-là, là, ici, il faut absolument à chaque fois la casser pour qu'on puisse ensuite aller faire de nouveaux attaches. Donc vous voyez, ici en mail nous avait servi de résistance pendant 2 mois, avant justement qu'on explose et qu'on aille faire de nouveaux attaches. Donc déjà cette première zone, mais on n'y est pas du tout. À la baisse, c'est un autre schéma. Je vais surveiller 2 niveaux qui correspondent, vous le savez en plus, vous savez, au gros cluster d'accumulation, les 2 fameuses zones, il y a plein d'investisseurs qui sont dedans. On a cette fameuse zone sur les 105 000 dollars, qui, comme Alex nous l'avait dit dans le live de lundi, c'est une zone sur laquelle il surveille, et ce qu'il appelle, lui, il a posé des ordres épuisettes. C'est-à-dire que si jamais il y a une petite lame de couteau qui tombe, comme c'est arrivé par exemple ici, ce qu'on appelle des lames de couteau, hop, qui tombe, comme là ici, les 105 000 est une très bonne zone à surveiller, parce qu'on a énormément d'investisseurs qui ont investi sur ces niveaux. Regardez ici, elle est à peu près sur cette zone-là, entre les 105 et les 108, parfait. Donc là, c'est une zone qui, moi, m'intéresserait, puisque historiquement parlant, c'est là où on s'est déjà arrêté ici. Regardez par exemple la première brèche que nous avions eue en février. Et la seconde, celle que je veux potentiellement atteindre, parce qu'encore une fois, on a besoin de s'enlever un peu des leviers qui sont excessifs, peut-être besoin de vraiment faire capituler ceux qui tiennent encore un petit peu, mais qui sont quand même dans le doute, les 95 000, la zone des 95 000. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà ici, ça nous a servi de support absolument à tenir en avril et tout le long du cycle de l'été 2024, lorsque pareil, on tergiversait, on avait du doute, c'est cette zone qu'il faut tenir, environ les 95 000 dollars. Et en plus de ça, c'est ici que correspond, on va dire, une grosse limite. Alors vous connaissez ce graphique, vous savez, normalement vous connaissez celui-ci, avec tous les bitcoins acquis sur certains niveaux de prix. Ici, je parle de l'argent investi sur certains niveaux de prix. Et regardez comme c'est criant, comme c'est parlant. Les investisseurs ont investi quasiment 65% de tout l'argent jamais mis dans le marché au-dessus des 90 000 dollars. Les 95 nous intéressent puisqu'on arrive à peu près sur les 60%. Et après, comme vous le voyez, c'est un peu le néant. Là, il y a très peu d'argent qui a été investi. Vous voyez, entre les 95, entre les 92 et les 68 000 dollars, on n'a eu que 10% de toute la valeur investie sur le réseau, sur BTC, qui ont été vraiment investis. Donc en fait, on n'aura plus grand-chose qui vont nous tenir si jamais on casse cette zone des 95 000 dollars. Donc c'est extrêmement intéressant à surveiller. De 1, par contre, ça nous prouve évidemment que la plupart des investisseurs, le marché en lui-même, est à l'aise avec le fait que Bitcoin soit à 6 chiffres, au-dessus des 100 000 dollars. Mais de l'autre, si jamais le marché veut vraiment faire mal, on peut aller les toucher. Mais par contre, il faudra absolument voir un rebond. Ça corrobore ce que je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, où il faut absolument voir un comportement du prix où on va repasser au-dessus, auquel cas, ça changerait totalement mon biais haussier sur le moyen terme. Donc vraiment, tenir ces zones-là, si jamais, dans tous les cas, et sauf changement de comportement massif de nos détenteurs à long terme ou court terme, tant qu'on ne les atteint pas, je reste serein et en fonction de ma propre stratégie, évidemment que ce sont des dips que je rachète. Globalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de les tenir, vraiment j'insiste dessus. On peut avoir, comme on l'a vu ici, des petits flash crash légèrement en dessous ce nuage mobile, mais typiquement pour ne pas aller sous les 90 000, ça c'est clair. Sur Ether, j'ai pas autant d'outils comme d'habitude, mais globalement, ce que je veux voir, parce que si jamais on touche les 100 000, enfin les 105, les 100 000 ou les 95 000 sur BTC, il faut s'attendre à ce que Ethereum passe sous les 4 000 dollars. À part si vraiment tout le monde se remet à investir dessus, ce sera très probable. Et dans ces cas-là, personnellement, j'ai mis mes petits ordres épuisettes sur les à peu près 3700 dollars, puisque comme vous le voyez, ce nuage jaune ici, enfin cette bande jaune dynamique, nous propose à peu près les 3670, donc on va dire les 3700. Et historiquement parlant, si on veut rester dans une configuration haussière sur Ether, il faut le tenir. Regardez ce qui s'est passé début 2024, on l'a tenu jusqu'à ne plus les tenir et c'est parti entre guillemets à la cave. Idem fin 2024 où là on a vraiment touché, on a vraiment creusé très loin. Et donc ici il faut absolument tenir ces niveaux-là. Donc en attendant, personnellement, vous le savez, en tout cas c'est quelque chose dont je suis très transparent dans notre Discord. Je suis par exemple investi à 50-50, 50%. Si jamais la tendance repart à la hausse, je serais très content d'avoir déjà 50% de mon portefeuille investi. Et s'il faut, bah écoutez, je rattrape le train et je me mets dedans. J'aurais peut-être pas investi au bottom parfait, mais c'est pas grave. Si jamais on corrige, j'ai des cartouches pour toucher les niveaux dont je vous ai parlé. Il faut vous rappeler, et ça c'est très important, c'est je sais pas comment dire ça, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simon Sinek, qui écrit pas mal de bouquins sur un peu tout ce qui est psychologie de l'individu, pas forcément du marché, mais de l'individu, qui disait que justement,
L'objectif, c'est quand même comprendre de ce que l'on fait ici. Alors, lui, il parle plus globalement dans la vie, mais moi, je vous parlais de ce que l'on fait ici dans le marché. Savoir que, vous connaissez ces statistiques un peu de l'ombre de 70-90% des investisseurs échouent à faire de l'argent, surtout en crypto-monnaie. Donc logiquement, quand on connaît ces statistiques, on ne devrait même pas y aller, logiquement, dans ce type de marché. Et pourtant, on y va. Pourquoi? Parce que finalement, on a quand même de l'ambition et ça dépasse un peu cette peur de se foirer sur le marché et que parfois, quelques positions, investissements vont payer un peu tout le portefeuille. Et c'est là, en fait, que finalement, on arrive à faire grandir notre wallet. Donc cette vérité, c'est qu'en fait, pour réussir, le but, ce n'est pas éviter forcément toutes les pertes. D'où l'idée de ne pas à chaque fois essayer de chercher le bottom exact. C'est quand même oser avoir des convictions. Donc par exemple, les miennes sont que on est toujours en tendance haussière tant qu'on tient les 95 000 environ dollars. Donc elles sont assez grandes entre guillemets, parce que ça nous ferait quand même une sacrée correction par rapport à où on en est aujourd'hui. Mais que même si je vais trébucher, c'est-à-dire que je vais peut-être acheter au 105, au 100, au 95 et qu'on descend au 92, mon espérance, si vous voulez, d'avoir des gains par la suite sera de la même ampleur que ce qui s'était passé en avril, lorsque j'ai investi au 93 000 dollars, au 89, 86, 79, 75 000, et ensuite ça a payé. Donc vraiment, et le but c'est vraiment d'être focus sur les échéances à venir et d'avoir toujours des choses qui vont invalider nos scénarios. Le but c'est si jamais on se trompe et finalement des catalyseurs font qu'on part en marché baissier, il faut toujours remettre en perspective ce qu'on connaît et c'est exactement ça. Donc, en conclusion de ce live, écoutez, de cette vidéo tous ensemble, pour moi, on est toujours en plein bull run. On a des corrections, on est sur une correction depuis les derniers atterrages de BTC et Ether, mais pour l'instant, là, ce qu'on appelle la vision d'ensemble a l'air assez propre. Ok. J'aimerais qu'on ne traite pas, qu'on ne passe pas trop de temps sous les 95, sous les 100 000, sous les 95 000 dollars, parce que là, ce serait vraiment une grosse cassure de la tendance. Au final aussi, on voit quand même pas mal de leviers dans le système, donc un petit nettoyage ne ferait peut-être que du bien pour qu'on reparte plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, globalement, j'ai beau regarder les charts ou les graphiques, c'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu la même conclusion qui vient et donc je vous parle depuis que j'ai commencé cette chaîne, depuis le mois d'avril, il me semble. Pour moi, on est toujours dans un beau cycle haussier, même si peut-être on s'approche de la fin. On ne sait évidemment pas où le marché nous emmènera, mais globalement, il faut savoir que le marché va toujours viser la douleur maximale pour les investisseurs. On sait maintenant où elle se trouve, sur les 105, en dessous des 100 pour le prix psychologique et sur les 95 000 dollars. Je ne pense pas qu'on y soit encore sur ces niveaux de douleur. Peut-être que le marché voudra déjà repartir, ça a suffi, finalement, ces corrections à purger. Peut-être pas. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faudra pas grand-chose pour faire paniquer tous les derniers acheteurs. C'est exactement ce que l'on va voir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Un peu plus parlant, j'ai envie de vous dire. Mais globalement, voilà. C'était un grand plaisir pour moi de vous avoir ici. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à me regarder. Donc j'ai évidemment conscience de ce que ça implique aussi. Je fais vraiment attention à ce que je vous dis et pas vous embarquer dans ma confiance à moi que je peux avoir ou peut-être un jour où je partirai plus baissier et à être un peu plus négatif. Évidemment, faites-vous votre propre opinion. On va rentrer dans une phase très complexe. Il va y avoir beaucoup de bruit sur X, Twitter, sur YouTube, partout. Faites attention à qui vous suivez, même moi-même. Ne vous fiez pas uniquement à ce que les gens disent. Suivez aussi votre feeling. Ça compte. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, un bon dimanche. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.